Salut les amis! Nous savons que la chute de l'Empire romain est l'un des sujets les plus complexes de l'histoire humaine. D'innombrables livres ont été écrits à ce sujet, et tout le monde a sa principale raison préférée pour la chute de l'Empire romain. Et comme c'est un sujet si complexe, regardons maintenant les 10, à mon avis, raisons les plus importantes pour lesquelles l'Empire romain est tombé. Notre cerveau est assez primitif. Nous avons d'énormes difficultés à gérer plusieurs choses qui se passent en même temps. C'est la raison pour laquelle les idéologies ou les théories du complot ont tant de succès. Ce sont des versions simplifiées de la réalité, où certains faits sont simplement omis. Et ainsi nous arrivons à une représentation simplifiée de la réalité, qui est plus convaincante et donc meilleure. Notre cerveau a du mal à gérer plusieurs tâches simultanément. C'est pourquoi les idéologies et théories du complot réussissent. Elles sont uniques, tout comme la chute de l'Empire romain. Personne n'aime une théorie où plus de 20 raisons différentes sont entrelacées. Toutes contribuant à un certain degré à la chute de l'Empire romain, nous voulons tous cette une grande, raison facilement compréhensible. Pourtant, c'est exactement le cas pour Rome. Nous avons une interaction incroyablement complexe de plusieurs raisons. Il y a une multitude de raisons complexes pour la chute de cet impressionnant empire. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, parlant des 10 raisons les plus importantes à mon avis pour la chute de l'Empire. Mais je savais dès le départ que même 10 raisons ne seraient pas suffisantes pour rendre justice au sujet. Par conséquent, cela peut être vu comme une vidéo de suivi, ou une vidéo complémentaire à ma première vidéo sur ce sujet, et en fait, il est préférable de regarder les deux vidéos en conjonction l'une avec l'autre, car je ne veux pas répéter des choses que j'ai déjà dites. Alors, chers amis de l'Empire romain tardif, commençons. 10. Les guerres éternelles contre la Perse. Une raison pour laquelle l'Empire est tombé était les guerres épuisantes et constantes contre l'ennemi éternel à l'Est, les Perses. De 54 avant Jésus-Christ jusqu'à 629 après Jésus-Christ, l'Empire romain. Dans des guerres coûteuses et épuisantes d'abord contre l'Empire parthe-perse, puis contre la dynastie sassanide de l'Empire perse. Mais l'Empire romain n'a jamais pu vaincre de manière décisive l'Empire perse, même s'ils sont parfois passés remarquablement près. Ctésiphon, la capitale de l'Empire perse, a été saccagée au moins 5 fois par les Romains. Sous l'empereur légendaire Trajan, par exemple, Ctésiphon a non seulement été saccagé, mais un large territoire de la Perse a été annexé par Rome. Cependant, la Perse était très grande et s'étendait très loin à l'est. Donc pour vaincre complètement cet ennemi, Rome aurait dû monter une vaste expédition militaire jusqu'aux frontières de l'Inde, comme l'avait fait Alexandre le Grand, ce que l'Empire ne pouvait pas se permettre, car il y avait beaucoup d'autres. D'autres adversaires guettirent la faiblesse de l'Empire. La menace constante de la Perse avec de nombreuses guerres menées sur des centaines d'années a épuisé l'Empire de nombreuses troupes vitales qui auraient été nécessaires pour défendre les frontières en Allemagne. La dernière guerre contre l'Empire romain d'Orient a été si dévastatrice pour les Perses et les Romains qu'un nouveau pouvoir, émergeant de la péninsule arabique, a eu peu de difficultés à conquérir de vastes territoires sur le côté oriental de l'Empire perse. En conquérant l'Empire perse, laissant l'Empire dans le conflit interne des Français. Ainsi, les guerres de 700 ans n'ont donné aucun avantage à aucun des deux côtés, mais seraient en fait la perte de la Perse et, dans une certaine mesure, de l'Empire romain d'Orient. 9 faire de la Bretagne une province de l'Empire, mais pas de la Germania. Cela vous semble certainement surprenant, n'est-ce pas? Pourquoi pas? La Bretagne a participé à la chute de l'Impérium. Eh bien, mes amis, parce que non seulement la Bretagne était très coûteuse à conquérir, et non seulement la province n'a rien donné aux Romains de grande valeur à part une seule mine d'or, mais cette province s'est avérée être une source constante de problèmes pour l'Empire. Dans les 360 années de règne romain en Bretagne, nulle part ailleurs nous n'aurions vu autant d'usurpateurs naître que de cette île. Ces usurpateurs du trône romain débarqueraient ensuite en Gaule et impliqueraient l'Empire dans des guerres civiles coûteuses. Claudius Albinus en 196 après Jésus-Christ, Carausius en 286, Alectus en 293, Constantin en 306, Magnence en 350, Magnus Maximus en 383
puis l'Empire romain, puis Marc Gratien et Constantin III de 406 à 407. Tous ces usurpateurs ont été proclamés empereurs par leurs troupes en Bretagne. C'est parce que la Bretagne était très désagréable à servir, avec des rébellions constantes, des tribus brutales au nord et un climat très désagréable. Ainsi, les soldats utilisaient n'importe quelle raison possible pour s'éloigner de cette île et proclamer de nouveaux empereurs était un moyen d'y parvenir. La Bretagne a donc drainé l'Empire de nombreuses ressources vitales et a infligé de lourdes pertes à l'armée romaine par de nombreuses guerres civiles. Au lieu de cela, faire de l'Allemagne une province aurait été une bien meilleure alternative. Et en fait, cela aurait presque eu lieu 2 fois. La première fois, cela a échoué à cause de la célèbre défaite de Varus à la bataille de la forêt de Teutoburg en 1843, mais la deuxième fois, cela a échoué lors de la bataille de Sardaigne en 9 après Jésus-Christ. Mais ensuite, 5 ans plus tard, Germanicus Jules César, le plus souvent simplement connu sous le nom de Germanicus, s'est aventuré profondément en Allemagne afin de venger les légions détruites de la forêt de Teutoburg, avec un succès incroyable. Dans une série de victoires impressionnantes, de 14 à 16 après Jésus-Christ. Germanicus a infligé de lourdes pertes aux tribus allemandes, vainquant complètement même le redouté Arminius, dont la trahison avait conduit à la défaite romaine en 9 après Jésus-Christ. Mais l'empereur Tibère a décidé de ne pas faire de la Allemagne une province. Si Tibère avait décidé autrement, il est tout à fait possible que l'histoire aurait pris un cours très différent. La Bretagne était aussi coûteuse à conquérir et à maintenir que la Germania. Mais contrairement à la Bretagne, la Germania aurait offert de forts avantages lors de la Grande Migration 400 ans plus tard. Et n'étant pas sur une île isolée, cette province aurait probablement engendré beaucoup moins d'usurpateurs. Ainsi, faire de la Bretagne une province, mais pas de la Germania, a été une grosse erreur pour l'Empire romain. Une erreur qui contribuerait à la chute de l'Empire romain. Et merci de liker la vidéo et de vous abonner. Et n'oubliez pas d'activer la cloche, afin de ne manquer aucune future vidéo sur l'époque fascinante de la fin de l'Empire romain. Et si vous souhaitez suggérer vos propres sujets de vidéos, participer à des sondages, discuter avec d'autres passionnés de l'Empire romain, ou participer à des live streams exclusifs avec moi ou notre équipe, vous pouvez obtenir ces avantages en soutenant notre travail sur Patreon ou en devenant membre YouTube. Grâce à votre soutien, nous pourrons explorer de nombreux sujets différents de la fin de l'Empire romain et réaliser des vidéos encore meilleures. Et un merci spécial à notre Patreon Maxime Jazda, j'espère avoir correctement prononcé votre nom, car il soutient cette chaîne de la manière la plus généreuse. Majorien lui-même en serait fier. Merci beaucoup, mon ami. 8. Érosion de l'assiette fiscale. Parce que maintenant, l'Allemagne n'avait pas pu conquérir l'Empire romain. L'Empire romain avait été fait province, mais la Bretagne, pratiquement inutile, voire même nuisible, les envahisseurs germaniques auraient un jeu facile en envahissant l'Empire romain d'Occident après 406 après Jésus-Christ, un événement dont nous parlons dans cette vidéo ici. Affaiblis par des guerres civiles constantes contre des usurpateurs de, oui, vous l'avez deviné, Bretagne, l'Empire romain sous le règne inefficace d'Honorius n'a pas réussi à repousser les envahisseurs germaniques. Ainsi, ces tribus germaniques ont établi leur propre royaume sur le territoire de l'Empire romain d'Occident. Cela entraînerait bien sûr une érosion de l'assiette fiscale, car ces tribus barbares ne payaient bien sûr pas d'impôts aux autorités romaines. Ils offraient parfois des recrues pour servir dans l'armée romaine en tant que mercenaires, les soi-disant foederati, mais ils ne contribuaient pas aux revenus de l'Empire romain d'Occident. 9. Érosion de l'assiette fiscale. Moins d'espace signifiait un budget réduit de l'Empire romain d'Occident pour soutenir une armée. Et une armée plus petite signifiait encore plus de tribus germaniques capables d'établir leur royaume. Une véritable spirale de la mort, négativement renforcée, qui a grandement contribué à la chute de l'Empire romain d'Occident. Mais pas seulement à l'ouest, car déjà 170 ans après la chute de l'Empire romain d'Occident, le futur Empire romain d'Orient serait confronté au même problème, avec l'invasion des peuples slaves dans les Balkans et les Arabes conquérant les provinces orientales et sud-orientales, conduisant également à une diminution de l'assiette fiscale pour l'Empire romain d'Orient, et des problèmes similaires à ceux que l'Ouest avait affrontés plus d'un siècle et demi plus tôt. 7.
croissance de la division et de la polarisation. Dans les mauvais moments, lorsque les tribus germaniques envahissent l'Empire au début du 5e siècle, on pourrait penser que les Romains se seraient unifiés dans la gloire et auraient repoussé ces envahisseurs externes sur un front de bataille uni. Mais non. Au lieu de cela, les Romains se sont battus les uns contre les autres dans d'interminables guerres civiles constantes, empereur contre usurpateur, usurpateur contre usurpateur, magister militum contre empereur, empereur contre magister militum, et ainsi de suite. Mais pas seulement cela, non. Les gens eux-mêmes se blâmaient également les uns les autres pour les désastres. Les païens blâmèrent les chrétiens, car seulement très peu de temps après avoir abandonné les anciennes traditions, en fait le christianisme n'avait été fait religion d'État qu'en 392 après Jésus-Christ, les énormes problèmes pour l'Empire ont commencé. Déjà 14 ans plus tard, de grandes forces germaniques envahirent et dévastèrent la Gaule. Et ainsi, les païens blâmèrent la conversion au christianisme pour ces désastres. De nombreux chrétiens sont même revenus au paganisme. Mais les chrétiens, bien sûr, ont à leur tour attaqué les païens, et les deux groupes sont devenus plus polarisés. Cela a par exemple conduit à des émeutes religieuses à Alexandrie, en 391 et 392, où le Sérapion d'Alexandrie a été détruit par des fanatiques chrétiens. Des émeutes religieuses similaires ont eu lieu à Carthage sous Augustin d'Hippone à peu près à la même époque, où 60 personnes ont été tuées. Ainsi, au lieu de s'unir contre les menaces barbares, les Romains s'accusaient mutuellement d'être en faute, pendant que les barbares pillaient et saccagèrent les villes, et établissaient leur royaume sur le territoire romain. Sexe, inégalité sociale extrême et injustice. Pour toutes les réalisations et la splendeur qu'était Rome, nous ne devons pas oublier qu'elle était aussi une société très inégale et injuste. Il y avait des aristocrates riches, des propriétaires terriens riches et d'autres haut placés dans l'échelle sociale qui avaient un tout. Et puis il y avait les esclaves, les paysans et d'autres qui n'avaient pratiquement rien. On estime que les 1% les plus riches de la population romaine contrôlaient 16% de sa richesse. Le coefficient de Gini, qui mesure le niveau de disparité des revenus dans une société où 0 est parfaitement égalitaire et 1 est parfaitement inégalitaire, il était très élevé à Rome. Il a mesuré un incroyablement élevé 0, 43. Tant qu'il y avait de l'ordre dans l'Empire, cette construction sociale est restée largement intacte, à part quelques rébellions d'esclaves ici ou là. La plus célèbre étant bien sûr la rébellion de Spartacus de 73 à 71 AVJ, Chicée. Mais après 406 après Jésus-Christ, lorsque l'Empire romain d'Occident a commencé à se défaire de plus en plus, les esclaves et les paysans pauvres ont vu leur chance venir et ont fait défection en masse de l'oppression de Rome, se regroupant en tant que rebelles Bacchaudés. Ces rebelles se battraient contre l'armée romaine et ils se joindraient parfois même aux envahisseurs germaniques, affaiblissant ainsi grandement l'Empire. On dit par exemple que de nombreux esclaves, en particulier des gladiateurs, ont fui Rome lorsque la ville a été assiégée par les Wisigoths d'Alaric, les Goths avant le sac de 410, et ils se sont joints aux Wisigoths d'Alaric, rendant les envahisseurs plus forts, tout en affaiblissant simultanément les forces de l'Empire. Par conséquent, l'inégalité sociale et l'injustice auraient de très mauvaises conséquences pour l'Empire. 5. Malchance, non, c'est inattendu. Oui, mes amis, la simple malchance a également joué un rôle crucial dans la chute de l'Empire romain occidental et plus tard de l'Empire romain oriental. Nous avons déjà beaucoup parlé de toutes les fois où l'Empire romain aurait pu être sauvé dans ces deux vidéos ici, mais en bref, il y avait de nombreuses occasions où Rome aurait pu être sauvée si l'histoire s'était déroulée un peu différemment ou si certaines personnes en charge avaient pris de meilleures décisions. Il s'agissait vraiment parfois de la mauvaise personne au mauvais moment, ou de la mauvaise décision au mauvais moment. Si, par exemple, l'empereur romain d'Orient Valent avait attendu les renforts de l'empereur romain d'Occident Gratien, les Romains auraient très probablement vaincu les Goths à Adrianople en 378 après Jésus-Christ, au lieu de perdre. Les Goths n'auraient jamais été le problème qu'ils ont été dans notre chronologie. Ou si Théodose n'avait pas marché sur l'usurpateur Eugène, mais l'avait plutôt accepté comme empereur romain d'Occident, beaucoup de légions de l'Empire occidental auraient perdu la vie. Étius n'aurait pas été détruit à la bataille de la rivière Frigidus en 394 après Jésus-Christ.
Ou, si le magister Minutum Stilicho avait décidé de défendre la Gaule, il n'aurait probablement pas perdu la faveur d'Honorius et aurait même pu repousser les invasions germaniques avec l'aide des troupes fédérati d'Elric. Alors, le sac de Rome en 410 n'aurait jamais eu lieu, ou si Aetius n'avait pas participé à une guerre civile insensée. Les Vandales auraient été battus, Aetius n'aurait pas pu envahir l'Afrique. Ou si Valentinien III n'avait pas tué Aetius, le second sac de Rome en 455 n'aurait très probablement pas eu lieu. Ou si Majorien avait mieux protégé sa flotte en 460, les traîtres n'auraient jamais réussi à la brûler. Par conséquent, il aurait pu réussir à envahir l'Afrique et Ricimer n'aurait jamais pu le tuer. Ou si Basiliscus n'avait pas été si facilement dupé en 468 au Cap Bon, la flotte romaine n'aurait pas été détruite, évitant ainsi la faillite de l'Empire romain d'Orient et laissant l'Ouest sans défense. Et il y a une liste tout aussi longue pour l'Empire romain d'Orient. Ainsi, nous voyons que parfois, c'est simplement une question de malchance ou de mauvaises décisions qui ont façonné le destin de l'Empire romain. 4. Corruption. Bien sûr, aucune liste n'est complète sans la corruption. Quelque chose qui afflige même notre pays actuel. Mais surtout dans le dernier Empire romain, il était assez courant que les fonctionnaires romains soient corrompus. Cela est mieux vu dans les nombreuses lois qui ont été émises pour tenter de résoudre ce problème, comme les lois célèbres de Majorien, les Novellae Majoriani, dont nous allons parler en beaucoup plus de détails à l'avenir. Dans 2 de ces lois, les formes de corruption et d'évasion fiscale sont particulièrement abordées. Les Novellae Majoriani aussi, de Indulgentiis Reliquorum sous rémission des comptes en souffrance, a remis toutes les arriérés d'impôts des propriétaires terriens émis en 458 après Jésus-Christ. Cette même loi interdisait explicitement aux administrateurs publics qui avaient l'habitude de garder l'argent collecté pour eux-mêmes de percevoir des impôts. Cette tâche devait être réservée uniquement aux gouverneurs. Une autre loi visait à réorganiser le système fiscal et à réduire la corruption. Elle a été promulguée le 4 septembre de la même année et était intitulée De bonis caducis sive proscriptorum sur les biens abandonnés et ceux des personnes proscrites, connue sous le nom de Novellae Majoriani 5. Nous pouvons donc voir que les riches propriétaires terriens, ainsi que les juges provinciaux, avaient la vilaine habitude de s'enrichir avec l'argent de l'État. Mais malheureusement, Majorien n'a pas régné assez longtemps pour voir ces réformes prendre effet, finalement. L'abolition du système fiscal a davantage affaibli l'Empire occidental de l'intérieur. 3. Économie trop spécialisée. Maintenant, voici une raison importante que je n'entends presque jamais nulle part, dans aucune discussion sur le sujet de la chute de Rome. Et pourtant, c'est une raison extrêmement importante. Si nous regardons les cartes de la Grande Migration, nous nous demandons parfois pourquoi certaines parties de l'Empire occidental n'ont jamais été conquises. Les Basques sont par exemple un cas fascinant. Les Suèves et les Wisigoths se sont installés dans la province d'Espagne, et bien qu'ils aient vaincu la population romaine avec une relative facilité, les Basques ont monté une défense formidable, repoussant les attaquants et formant leur propre petit territoire indépendant. Comment les Basques ont-ils pu faire cela alors que les Romains ne le pouvaient pas? Il s'avère que, dans ce cas, être moins développé était un avantage. Toutefois, les Basques n'avaient pas beaucoup à proposer. Capables de fabriquer leurs propres armes et armures localement, ils ont mis en place une résistance armée efficace contre les Suèves et les Wisigoths, évitant ainsi la conquête de leur territoire. Alors que la population romaine ne pouvait pas forger ses propres armes et armures localement, car les installations de production pour ces articles étaient dispersées dans tout l'Empire. De plus, l'armée romaine était une armée payée hautement efficace, alors que dans le cas des Basques, une armée pouvait être recrutée très rapidement à travers toute la société. Car ils n'avaient pas de système d'armée payée, mais chaque individu pouvait se battre si le besoin se faisait sentir. Les villes romaines plus développées et civilisées manquaient donc souvent d'une véritable force de combat et de matériel. Elles ne pouvaient souvent pas opposer une résistance efficace, et par conséquent, la population romaine locale n'était pas aussi efficace pour résister à l'invasion. Les Basques, sans véritable force, ne pouvaient pas être combattus. 2 problèmes économiques. L'érosion de l'assiette fiscale par l'établissement de royaumes germaniques et par la corruption n'était qu'une partie du problème. La monnaie romaine en était une autre.
Dès le IIe siècle après Jésus-Christ, la teneur en métaux précieux des pièces romaines avait commencé à baisser. À l'époque d'Auguste, un denarius avait une teneur en argent de presque 100%, c'était une pièce presque purement en argent. Mais comme la production d'argent et d'or des mines était limitée, et que l'armée romaine avait tellement grandi, alors que les dépenses publiques pour de nouveaux projets de construction étaient extrêmement coûteuses, et que Rome avait épuisé ses ennemis riches à conquérir, les empereurs ont commencé à dévaluer les pièces d'or et d'argent. À l'époque de Marc Aurèle, un denarius n'était composé que de 75% d'argent, et au IIIe siècle, cette proportion a vraiment commencé à plonger. À l'époque de Gallienus, la quantité d'argent par pièce avait chuté à un incroyable 5%. En même temps, la très grande armée demandait à être payée, donc de plus en plus de pièces de si faible qualité seraient frappées, ce qui entraînerait une inflation galopante, très préjudiciable pour les citoyens romains moyens, qui ont vu leurs richesses s'évaporer. Par conséquent, les impôts ont dû être encore plus augmentés, créant un cercle vicieux. Le IIIe siècle a vu une certaine stabilisation à cet égard. Cependant, le problème n'a jamais vraiment été résolu. Cela a affecté négativement le commerce et l'économie en général, rendant plus difficile pour l'Empire de maintenir un trésor sain et donc de maintenir la très grande armée romaine qui mesurait encore environ 4 à 500 000 livres d'argent par pièce au IIIe siècle. Les historiens modernes estiment que jusqu'à 70% du budget total de l'Empire romain était dépensé pour l'entretien de l'armée au début du IIIe siècle, un chiffre stupéfiant. En d'autres termes, l'entretien de l'armée géante a forcé les empereurs à dévaluer la monnaie à un certain point, ce qui a conduit à une inflation galopante, ce qui a conduit à l'incapacité d'entretenir l'armée géante et un cercle vicieux. Mais il faut noter que, bien sûr, l'établissement de royaumes barbares sur le territoire de l'Empire romain a non seulement causé une érosion de l'assiette fiscale, mais de nombreuses mines d'or et d'argent ont également été perdues. Par conséquent, l'Empire a perdu la capacité de créer suffisamment de nouvelles pièces d'or et d'argent, aggravant encore le problème. Difficulté à reconstituer ou obtenir des chiffres précis du déclin de la population. C'est toujours un sujet très débattu parmi les historiens quant au nombre de personnes qui vivaient dans l'Empire romain à différentes époques. La plupart des chercheurs s'accordent à dire qu'à son apogée, la population de l'Empire romain devait être comprise entre 45 millions comme limite inférieure et jusqu'à 120 millions comme limite supérieure. Cependant, le chiffre le plus accepté peut être situé entre 55 et 75 millions de personnes. C'est bien sûr pendant le pic de la Pax Romana dans le XIe siècle après Jésus-Christ, mais ensuite, la catastrophe a frappé avec la peste antonine en 165 après Jésus-Christ, pendant le règne du légendaire Marc Aurèle lui-même. On pense actuellement que c'était en réalité un virus de la variole plutôt que la peste, mais la dévastation a dû être au-delà de toute croyance. 5 à 10 millions de personnes sont mortes, soit environ 10 à 20% de la population de tout l'Empire. Elle a ravagé jusqu'en 180 après Jésus-Christ, et c'est aussi à cette époque que les tribus barbares du Danube comme les Marcomans et les Quads ont commencé à poser de plus en plus de problèmes. Cette peste a sévèrement affaibli l'Empire car une population réduite signifie également une armée réduite, une économie en déclin et moins de recettes fiscales. Ce n'est pas une coïncidence si, après cet événement, nous avons assisté à des troubles dans l'Empire et peu de temps après, nous avons eu la crise du IIIe siècle. Il est difficile de reconstituer comment la population de l'Empire s'est rétablie, mais des lois comme la Novella Majoriani, les Saintes Vierges, les Veuves et leurs successions, promulguées en 458 par Majorien lui-même, ont abordé ce déclin de la population en interdisant aux femmes de moins de 40 ans de prendre des vœux religieux qui les conduiraient à ne pas avoir d'enfants. Il est donc très probable que la population romaine a commencé à décliner à un certain point, mais nous ne pouvons pas savoir de combien. Fatigue culturelle. Je vous ai trompé, amis de l'Empire romain. Car en fait, la chute de l'Empire romain est un sujet tellement complexe que même 10 raisons plus, les 10 autres de ma précédente vidéo, ne suffisent toujours pas à conquérir la complexité incompréhensible totale de ce sujet. Un autre phénomène qui doit être mentionné est la fatigue culturelle. Derrière cette supposition se cache la théorie que d'une manière ou d'une autre, avait perdu l'envie de protéger leur empire.
C'est presque comme s'ils voulaient secrètement que l'Empire échoue dans les dernières décennies de l'Empire occidental. Alors qu'au jour de la République romaine et des 2 premiers siècles de l'Empire, un empereur n'aurait rencontré aucune difficulté à recruter de nouvelles armées, au 5e siècle après Jésus-Christ, le recrutement de nouvelles armées était en fait devenu un cauchemar. Les Romains, surtout en Italie, étaient devenus totalement réticents à défendre leur empire, et se mutilaient même pour échapper au recrutement, comme le détaille un récit d'Ammianus Marcellinus. Mais la fatigue culturelle s'est également manifestée dans le déclin de la culture classique de l'Antiquité. À un certain moment, les anciennes traditions classiques et les rites païens ont commencé à s'éroder. L'art et la littérature classique devenaient banals, en déclin. Les Romains avaient commencé à perdre foi en leurs anciens dieux. Un vide religieux a été créé. Ce vide a permis à de nouvelles religions de prendre le pouvoir, et ainsi le christianisme a comblé ce vide. Et il est fascinant de voir à quelle vitesse le christianisme a pris le dessus sur les anciennes traditions, presque comme si les anciennes structures sociétales avaient complètement abandonné elles-mêmes. Les temples païens, les anciennes et les églises modernes ont été fermées. Les statues des anciens dieux ont été démolies. Une société qui avait été construite sur ces croyances a soudainement détruit ses propres fondations. Des choses qui étaient tout à fait normales, quelques décennies plus tôt, étaient maintenant mal vues, méprisées, démolies, détruites. C'est presque comme si les gens en avaient assez de défendre les anciennes valeurs et leur ancien empire, et voulaient quelque chose de nouveau à tout prix. Géographie. Et maintenant aux mentions honorables, parce que nous n'avons toujours pas fini ici. Géographie. Si nous regardons les empires romains occidental et oriental, nous pouvons clairement voir une géographie extrêmement différente. L'Ouest était complètement ouvert et exposé, où les envahisseurs barbares avaient beaucoup d'options pour choisir par où traverser dans l'Empire. L'ensemble de la frontière du Rhin offrait de nombreuses options. L'Empire de l'Est a rencontré le même problème dans les Balkans, comme les tribus germaniques n'avaient aucun mal à traverser le fleuve Danube, puis ont dévasté les Balkans à plusieurs reprises, pendant la crise du IIIe siècle, puis à nouveau dans les années qui ont suivi la bataille d'Adrianople en 387 après Jésus-Christ, et ensuite encore au début du 7e siècle après Jésus-Christ. Mais il y avait une grande différence par rapport à l'Ouest. La mer Noire et le Bosphore. Constantinople était une forteresse imprenable, entourée principalement par la mer, et à l'ouest par des murs très solides, qui étaient en main par Théodose le II, avec un système de murs défensifs encore plus grand. Ainsi, les riches provinces du Levant et de l'Égypte étaient à peu près à l'abri des incursions barbares. Nous verrons dans les prochaines vidéos que l'Empire romain d'Orient subira un sort similaire à l'Ouest. Et déjà au milieu du 7e siècle, l'Empire romain d'Orient était sévèrement diminué. À l'exception d'une brève résurgence sous Basile II, l'Empire d'Orient allait maintenant mourir, une mort lente au cours des prochains siècles. Le droit de porter des armes est arrivé trop tard. Nous avons déjà dit que très souvent la population civile romaine était incapable de monter une défense efficace parce qu'ils étaient désarmés et bien souvent ne savaient même plus comment manier les armes. Par conséquent, l'empereur occidental Valentinien III a promulgué une loi en 440 après Jésus-Christ, connue sous le nom de Novella Valentiniani IX, avec le nom Jurito Iure Armoro sur le retour du droit d'armement. Majorien a promulgué la même loi à nouveau en 457, la Novella Majoriani VIII, avec le même titre. Mais que pouvons-nous dire à cela? C'est arrivé bien trop tard. Des empereurs comme Honorius avaient-ils déjà promulgué de telles lois dès le début des années 400? Les civils de toutes les villes romaines étaient-ils équipés d'armures et d'armes? Avaient-ils été formés pour monter une défense efficace? Alors, peut-être les barbares auraient pu se défendre. Ils n'auraient peut-être pas pu dévaster autant de villes de l'Empire occidental, ni établir leur royaume aussi rapidement, voire pas du tout. Mais ces lois sont arrivées trop tard. L'Empire et son armée étaient déjà trop avancés au moment où elles ont été promulguées. Donc cette vidéo ici avec mon autre présente un total de 23 raisons pour la chute de l'Imperium Romanum, et vous pouvez choisir vos favoris, parce que tout le monde a les siens ou les siennes. Raisons préférées, basées sur le caractère et les expériences personnelles de chacun. Un économiste dira que les problèmes économiques étaient la principale raison de la chute. Un soldat dira que c'était le déclin de la discipline militaire, et le virologue pourrait dire que c'était la peste antonine. Mais quelle que soit votre raison préférée,
Cela reste un sujet très fascinant et extrêmement complexe. Et j'espère que j'ai pu vous montrer combien de raisons pour la chute de l'Imperium Romanum. Et si vous êtes intéressé par l'aspect de cette chute aux frontières nord vers l'Allemagne, vous pouvez regarder cette vidéo ici dans le coin supérieur droit. Si vous souhaitez comprendre précisément comment a débuté la chute, regardez l'autre vidéo en bas à droite. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine, et à tous ceux qui sont comme moi absolument fous de l'Empire romain tardif. Gracias amici, Empire romain et Benevale.